9h, bonsoir à tous. Merci d'être sur la première et ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce vendredi. Café, pain, beurre, paca, une réalité qui concerne de nombreux Polynésiens. La banalisation de la drogue et de manque de moyens pour lutter contre condamne l'avenir d'une grande partie de la jeunesse. Anticorps, véritable médicament, le lait maternel a beaucoup de bienfaits, mais ils en manquent cruellement. Au CHPF, le service de néonatologie lance un appel aux dons. Vers un retour du Club Med au Fénois, c'est l'ambition affichée de Moetai Brotherson. En voyage à Singapour, le président a rencontré les dirigeants du marché Asie-Pacifique. Dans notre rubrique Teronota à Motu, focus ce soir sur l'héritage et l'histoire des marquises au travers de deux guerriers emblématiques, dont l'un est originaire de Tawata. Nous en parlerons avec le maire de Lille, Félix Bersinas, qui sera en direct avec nous. Cuisine, jeux traditionnels, gravure, autant d'ateliers au cœur de la journée polynésienne organisée au lycée de Taravao, un moyen de reconnecter la jeunesse avec sa culture. En Polynésie, 50% de la population consomme régulièrement ou occasionnellement du cannabis. La jeunesse n'est pas épargnée, bien au contraire. Chez les mineurs, la consommation de paca-lolo autour des établissements scolaires s'est banalisée. Les pouvoirs publics semblent débordés, voire passifs. Que deviennent ces jeunes exposés aux drogues? Réponse avec Maroki Dori et Patrick Tixing. C'est normal, c'est grave ou c'est pas grave? C'est pas grave, enfin, ça dépend des gens aussi. Devant un établissement scolaire, elles sont là, entre copines, à fumer des pipettes de cannabis tous les jours, avant et après les cours. Mais pour ce groupe de jeunes mineurs qui ont commencé à consommer de la drogue au collège, l'addiction au cannabis n'est pas un sujet. Il y a des jours où on peut ne pas fumer parce que tout le monde est au déch. Du coup, on parle seulement. On écoute de la musique. Après, quand il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Ouais. On a déjà pris hier pour aujourd'hui. Sinon, on va acheter tôt le matin. Quand c'est déjà une attente, nous avons la clope partagée. Sur les 486 patients de moins de 20 ans suivis par le Centre de consultation spécialisé en addictologie et toxicomanie, 82% ont des troubles d'usage au cannabis. La consommation régulière peut commencer très tôt, parfois à 12 ans, un acte presque anodin qui condamne l'avenir d'une partie de la jeunesse polynésienne, celle qui souffre en silence dans les quartiers défavorisés. Clairement, chez les jeunes, il y a une banalisation de la consommation de cannabis. Les jeunes qu'on voit et qui viennent consulter, il y a près de 80-90% d'entre eux qui en consomment. C'est très banalisé entre eux, c'est très banalisé malheureusement dans la famille. Et parfois, on voit des environnements à la maison où c'est café, pain, beurre, paca, quelque part, qui rend le produit très accessible, très facilitant, et ils ne se rendent pas toujours compte des conséquences négatives sur leur sommeil, sur leur humeur, et surtout à cet âge-là sur leur scolarité. En parallèle, la justice accompagne également les jeunes mineurs. La protection judiciaire de la jeunesse aide près de 600 jeunes, 60% se déclarent consommateurs de paca, 6% disent avoir déjà consommé de l'ice. Certains d'entre eux se sont même aussi livrés au trafic de stupéfiants. Les jeunes mineurs qui dealent, c'est surtout pour leur propre consommation. C'est-à-dire qu'ils dealent un peu pour se faire 3 francs 6 sous, pour s'acheter leur propre drogue pour eux. On ne peut pas parler de trafic vraiment structuré. C'est le trafic dit de fourmis. J'achète pour 200 francs, j'en vends 50 et ça me fait une petite gratte pour pouvoir acheter ma prochaine dose. Mais c'est surtout un avenir qui s'obscurcit. La fragilité psychologique peut alors tout faire basculer. Les addictions tendent à s'amplifier. Selon tous les acteurs concernés, les moyens sont aujourd'hui insuffisants pour endiguer le fléau de la drogue chez les jeunes. Au centre de consultation spécialisé en addictologie, le nombre de patients suivis est 2 fois plus important qu'une structure similaire en France métropolitaine. Pourtant, les ressources humaines, elles, sont divisées par 2. De l'or blanc indispensable, le service de néonatologie du centre hospitalier de Taoné lance un appel aux dons de lait maternel. La raison, une insuffisance de livraison à l'échelle nationale, couplée à un manque de dons au plan local. Le service des prématurés est particulièrement concerné par cette pénurie. Reportage de Caroline Fary et Mirko Vanfo. Bonjour, je viens donner mon lait. Bonjour maman. Cette jeune maman vient donner son lait maternel au lactarium de l'hôpital. Faute de réserve suffisante, les aides-soignantes sont obligées de préparer du lait artificiel pour les services de maternité et pédiatrie, notamment pour les prématurés. C'est ce qu'on a là, pour les petits prémats.
Mais sinon, il y a des tout petits paiements où on ne peut pas introduire ce lait artificiel. On a vraiment besoin de lait maternel. En ce moment, vous en avez besoin? Oui, beaucoup. Bourré d'anticorps, véritable médicament, le lait maternel apporte des éléments essentiels pour constituer une meilleure défense immunitaire. Ses bienfaits pour la santé et le développement du nourrisson sont reconnus. Ce bébé né à 30 semaines en a besoin. J'avais pas beaucoup de lait, mais à force de stimuler, c'est arrivé. Mais au final, comme je ne suis pas toutes les 3 heures pour tirer mon lait, parce que je ne suis pas tout le temps ici à l'hôpital, du coup, j'en ai pas beaucoup. De temps en temps, oui, bébé a besoin de lait d'une autre maman. En général, il y a un choc psychologique quand arrive un bébé prématuré. La montée laiteuse se fait secondairement. Donc nous utilisons de préférence le lait de la maman, mais quand il est insuffisant, nous avons recours au don de lait d'autres mamans. On leur explique la procédure, on leur prête des tire-laits ou on leur fait une prescription et on a besoin qu'elles aient une prise de sang pour vérifier qu'elles n'ont pas de virus active. Les donneuses sont les bienvenues toute l'année. Une fois prélevé, le précieux or blanc sera congelé, pasteurisé et utilisé dans les 6 mois. Et sachez que les donneuses peuvent appeler l'hôpital pour plus d'informations. C'est la journée mondiale de l'eau. À cette occasion, la direction de l'environnement organise plusieurs événements. Aujourd'hui, c'était au parc Paoufei. Sur place, une quinzaine de stands et des visites organisées vers la station d'épuration de Papeete. L'idée, mettre l'accent sur le cycle de l'eau, une ressource qui se raréfie, qu'il faut donc protéger et ne pas gaspiller. Reportage de Nicolas Suire et Jérôme Lee. Visite très concrète au plus près des eaux usées de la station d'épuration de Papeete. Elle tourne à son maximum avec 1800 mètres cubes traités chaque jour. Les odeurs ne trompent pas, mais les visiteurs connaissent désormais le parcours de nos déjections. On pense qu'une fois qu'on a été aux toilettes, ça y est, on s'en va et on ne se préoccupe pas en fait compte de tout ça. De ce qu'il y a en amont, après, on n'a aucune idée. Parce que c'est pas si... Ça ne fait pas partie d'une évidence, mais c'est très important. Seule une petite partie de la ville de Papeete, de plusieurs couleurs sur cette carte, est raccordée à la station. Mais la conception de l'établissement prend en compte, dès l'origine, le développement de sa capacité de traitement. Toutes les zones ne pourront pas être raccordées parce que ça coûte énormément d'argent. À l'investissement, il faut trouver des subventions pour qu'on puisse avoir un service à l'équilibre. Et donc aujourd'hui, ils vont mettre les priorités sur certains axes principaux de la ville de Papeete et surtout développer sur la zone Taunoa pour aller chercher aussi Pirei Aroué. Plusieurs stands au parc Paoufei illustrent le cycle de l'eau. C'est la thématique de la journée. Sensibiliser à l'acheminement de cette ressource dans nos foyers jusqu'à son rejet dans l'océan. Comment est-ce que les gens en fait utilisent l'eau pour leur quotidien, donc c'est-à-dire produire de l'eau potable, gérer l'assainissement des eaux usées. Comment est-ce qu'en fait on arrive aussi à protéger la ressource en eau? Pourquoi est-ce que c'est important de protéger cette ressource en eau? Les ressources vont devenir de plus en plus rares. Ça va être de plus en plus compliqué de potabiliser l'eau. Donc c'est un vrai enjeu pour le futur. Et donc c'est important qu'ils sachent qu'on peut boire l'eau potable du robinet, mais pas forcément celle de la rivière. En cette journée pédagogique, plusieurs garderies ont planifié leur présence. C'est important de conserver l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau c'est précieux. Pourquoi c'est précieux? Parce qu'on a besoin pour vivre. L'eau est un besoin vital. À chacun d'entre nous de la protéger au mieux et de ne pas gaspiller. Et sachez que la journée mondiale se poursuit demain. Le rendez-vous est donné au parc Veipahi. Prenons le large vers l'Asie, direction Singapour. Moetai Brotherson réussira-t-il à ramener le Club Med en Polynésie? C'est en ce sens qu'il a rencontré les dirigeants du marché Asie-Pacifique, l'occasion d'évoquer les raisons pour lesquelles le pionnier des villages vacances gagnerait à investir à nouveau au Fénois. Reportage sur place de notre envoyée spéciale, Mélissa Chong.
veux voir ce soir. C'est ça pour le dîner. Donne ma carte aussi. Un peu intimidée, Diana Léou rencontre pour la première fois le président du pays. À 53 ans, cette Polynésienne de souche assiste la directrice générale du Club Med Asie-Pacifique. L'ancienne élève du lycée Lamennais s'est forgé une solide carrière depuis 20 ans à Singapour. L'éventuel retour des villages vacances dans les lagons de son enfance l'émeut beaucoup. Ça me ferait très plaisir parce que c'est mon pays natal et de pouvoir... et d'avoir un Club Med en Polynésie pour que les gens découvrent la Polynésie, ça serait super. Si le Club Med évoque des souvenirs de vacances, en Polynésie, il est surtout synonyme d'abandon de la destination. L'établissement de Moorea a fermé en 2001. Pourtant, le projet de retour de l'enseigne pourrait avoisiner les 30 milliards de francs pacifiques. Je pense que c'est plus qu'un éventuel retour, c'est une vraie volonté de Club Med de revenir en Polynésie avec un repositionnement de leur offre vers un segment plus exclusif qui correspond donc à ce que nous recherchons. Avec ses 65 resorts dans le monde, le groupe hôtelier qui a vu le jour en 1950 affiche un chiffre d'affaires de 85 milliards en 2020. Une ascension certes, mais pour se maintenir à flot, plusieurs établissements ont été sacrifiés. Le Club Med a beaucoup évolué sur les 20 dernières années. Il s'est renforcé. Alors, en effet, ça a entraîné la fermeture de certains sites pour pouvoir concentrer notre offre et se renforcer pour lancer les développements futurs. Et donc aujourd'hui, on a l'appétit et la confiance commerciale pour regarder d'autres projets dans le Pacifique et notamment en Polynésie française. La Polynésie française demeure chère et éloignée de l'Europe et de l'Asie. Si le pionnier des villages vacances s'installe de nouveau au Fénois, il devra faire face aux mêmes handicaps qu'il y a 20 ans. Embarquons pour la Terre des Hommes avec notre rubrique Te Hono Ta'a Motu. Prise de possession des îles Marquises, c'est le nom de l'exposition que propose depuis lundi l'Assemblée de Polynésie. 2 hommes sont mis en lumière, les chefs Yotete de Tawata et Pakoko de la baie de Taiohahe à Nukuhiva. Ces guerriers se sont distingués par leur soulèvement contre les forces françaises en 1842. Tous 2 ont connu une issue tragique. Ce soir, nous nous rendons à Tawata, terre de Yotete. Nous sommes en direct avec le Tavana de l'île, Félix Barcinas Yaurana. Et Kauha, aussi Kauha à tous les spectateurs de Polynésie Première qui nous apprécient ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Yotete est un chef guerrier emblématique de chez vous. Il est à l'origine à la fois de l'annexion par les Français, mais aussi de la guerre qui s'ensuit. Cette exposition est importante pour vous, c'est votre héritage ? Une petite rectification, Yotete n'est pas un guerrier, mais c'est un chef, un hakaiki, si on peut dire ainsi, donc... de la tribu de Hema, donc qui vient de Taiwoho et qui est devenu donc le hakaiki, donc le chef district donc de l'île de Tawata, qui a signé donc l'annexion donc des Marquises en 1842. Mais mettre en avant cette personnalité, c'est important pour votre héritage, vous, de Tawata? Mettre en avant, c'est vraiment une responsabilité, d'autant plus nous n'avons pas entendu donc cette rencontre qui a été prévue donc à l'Assemblée de Polynésie, parce que pour vous dire, il y a des signes visibles au niveau de la commune de Tawata, pour nous citer quelques repères, à savoir le marae, le papin du roi Yotete dans le village de Hapatoni. Et aussi en 2017, nous avons honoré donc ce personnage historique au travers de la manifestation culturelle qui est le Matava'a, où tous les hakaiki, la communauté marquisienne s'est retrouvée en décembre 2017 à Tawata pour célébrer et commémorer donc ce personnage historique. Et puis mon ambition dans les prochains mois, c'est de faire un musée interactif sur ce personnage qui m'inspire beaucoup, parce qu'il inspire la sagesse, l'humilité. Et je pense qu'à travers des mères que nous sommes aujourd'hui, c'est les 2 personnages que sont Yotete et Pakoko, parce que les 2 personnages
reflète aussi bien la sagesse, l'humilité et la résistance. Aujourd'hui, il faut résister pour exister au niveau de la Polynésie, sur l'échiquier politique notamment. Et alors justement, vous parlez d'un musée. Aujourd'hui, il y a une expo donc, à l'Assemblée de Polynésie. C'est important de pouvoir également communiquer, donner à voir à la jeunesse et aux étudiants. Alors, la jeunesse des étudiants, parce que c'est inscrit, le programme et nous n'avons pas entendu, parce qu'en 1997, un manuel d'histoire est sorti. Au travers de ce manuel, donc, il a pour objectif de faire connaître à tous les étudiants l'histoire de la Polynésie française, notamment les personnages historiques de la Polynésie française. Yotété fait partie de ce personnage historique et il est enseigné à partir du CE2 au travers des albums de manuels d'histoire. Merci beaucoup, Félix Barcinas. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le maire de Tawata. Et sachez que l'exposition est visible jusqu'à demain dans le hall de l'Assemblée de Polynésie. Restons en marquise avec ce marathon atypique aux allures de trail. Des cols et dénivelés à plus de 700 mètres d'altitude qui traversent des paysages époustouflants. Le 18 mai prochain se tiendra à Hivaoa une nouvelle édition du marathon de la Terre des Hommes. Georges Richmond, multimédaillé d'or aux Jeux du Pacifique, s'est lancé le défi de relancer cette course entre Puamau et Atuona. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 avril. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet de Polynésie la Première. Reconnecter les jeunes avec leur culture. C'est le but de la journée polynésienne organisée au lycée polyvalent de Tayarapunui à Taravao. Le thème de cette journée est en lien direct avec les Jeux Olympiques. Au programme, 43 ateliers culturels et sportifs. Plus de 1500 élèves ont répondu présents. Rehei Nadjarian et Hubert Liao sont partis à leur rencontre. Regardez. Alors je propose du kakou avec du mito. Et pour ceux qui aiment le fafarou, du kakou avec du fafarou, sans oublier le heikai qui est juste à côté. Détrompez-vous, l'odeur du fafarou est loin de décourager ses élèves. Au contraire, ce stand de nourriture traditionnelle fait fureur. Au menu, il y a du mito, le poisson cru marquisien, et du kakou, un plat à base de ourou. Et on cuit d'abord le ourou au feu de bois avec Michel. Et après, il enlève la peau et il l'emmène ici. Je vais piler quoi. Voilà. Et après, on emmène là-bas avec les collègues et puis on met du lait de coco. C'est carrément bon, carrément délicieux, c'est bien sucré, juteux, avec le lait de coco, c'est excellent. Cet atelier propose un bond en arrière dans le temps, avec l'apprentissage du jeu de ficelle appelé Te Hautifei. Le but étant de reproduire des figures le plus souvent inspirées du monde animal avec l'aide de ses cordelettes. Il y a longtemps, nos ancêtres ou même nos grands-parents utilisaient cette méthode justement pour apprendre aux enfants, on va dire, la vie. Par exemple, le feuille avec les deux carreaux, c'est pour apprendre aux enfants les étoiles. Ou encore le utami, on va dire comment faire des enfants et plein de choses comme ça. Gravure, tressage, au total 43 ateliers ont été mis en place. La plupart sont gérés par des élèves. Le but étant de les reconnecter avec leur tradition. C'est vrai que nos jeunes ont tendance à dire nous sommes des Tahitiens, des Polynésiens. Et comme on leur explique, il ne suffit pas d'être né en Polynésie. Il faut maîtriser leur langue, leur culture et leur histoire. Donc c'est très important aujourd'hui qu'ils montrent qu'ils ont ce savoir. Des chants locaux menés par un orchestre constitué d'élèves. C'est ainsi que s'est clôturée cette journée polynésienne. Une journée de plus qui forme peut-être les futurs ambassadeurs de la culture maori. C'est la fin de cette édition Anticorps, véritable médicament. Le lait maternel a beaucoup de bienfaits, mais il en manque cruellement. Au CHPF, le service de néonatologie lance un appel aux dons. N'hésitez pas à appeler l'hôpital pour plus d'informations. Une soirée de spectacle vous attend sur la première. Retour sur le Matava au Te Henua et Nana, puis place à la finale des Voix des Outre-mer.
Et prochain rendez-vous de l'information, demain dès 6h30 sur vos ondes, Polynésie la première, avec Miri Tumatariri et Abinera Tematahotoa. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.